Ma sœur a levé son verre et a dit, c'est clair comme de l'eau de roche. Où sont ton mari et tes enfants? Ah, c'est vrai. Tu n'en as pas. Le rire qui a suivi n'était pas fort, mais il m'a blessé au plus profond de moi. Mes parents souriaient comme s'il s'agissait d'une plaisanterie inoffensive. Ma fourchette est restée figée en LR. J'y avais passé des années à payer leurs factures, à sauver leur maison, et maintenant, j'y étais la cible de leurs moqueries à table. J'y ai posé ma cuillère, j'y ai regardé ma sœur droit dans les yeux et j'y ai dit, où est ton argent? Ah, c'est vrai. C'est moi qui t'ai entretenu jusqu'à aujourd'hui. La pièce est devenue silencieuse, mais ce silence n'a pas mis fin à la soirée, il a déclenché tout ce qui a suivi. Ce qu'ils ont fait ensuite a franchi une limite qu'aucune famille ne devrait jamais franchir. Avant que je vous raconte à quoi ce silence a mené, dites-moi, dès où m'écoutez-vous? Juste pour savoir que je ne suis pas la seule à avoir été moquée par sa propre famille. Et quand vous aurez entendu le reste de mon histoire, dites-moi, que auriez-vous fait si vous étiez assis à cette table? Je m'appelle Camille, j'y ai 32 ans, je suis chercheuse en UX et j'y habite dans le 11e arrondissement de Paris. De l'extérieur, ma vie semble stable, un appartement propre, un travail fixe, des matins tranquilles. Mais ce que la plupart des gens ne voient pas, c'est où va la moitié de mon salaire. Il disparaît dans le même trou noir depuis des années, ma famille. Ma mère, Sylvie, était infirmière jusqu'à ce que son opération du cœur la force à prendre une retraite anticipée. Mon père, Bernard, était professeur des économies avant de se lancer dans le conseil, ce qui signifie généralement attendre des appels qui ne viennent jamais. Et puis il y a ma sœur, Chloé, de 4 ans ma cadette. Brillante, charmante, et constamment adulée. Elle se dit influenceuse mode, bien que ce qu'elle influence réellement, ce soit mon solde bancaire. Loyer, carte de crédit, réparation de voiture, ces messages commencent toujours de la même façon, coucou grande sœur, tu peux m'aider juste pour cette fois? Je me disais que c'était ce que faisaient les bonnes filles. Elles empêchent l'électricité d'être coupée, la maison d'être saisie, la famille de s'effondrer. Je pensais que si je continuais à donner, un jour, ils me verraient comme autre chose que leur plan de secours. Chaque dimanche, je conduis 1 heure vers le sud jusqu'à Fontainebleau pour le dîner de famille. Ma mère insiste en disant que c'est la tradition. Un poulet rôti, des pommes de terre sautées, et un petit dessert à la fin. La maison a toujours la même odeur, un mélange de café et de vieille cire pour les meubles. Les photos sur les murs sont les mêmes aussi. Chloé dans sa robe blanche au gala de fin d'année. Papa serrant la main de quelqu'un d'important. Maman souriante dans son uniforme d'hôpital. Il n'y a pas une seule photo de moi seul. Je suis toujours sur le côté, à moitié coupé du cadre, la fille fiable qui est arrivée en retard parce qu'elle devait d'abord finir son travail. Je ne me plains pas. J'y apporte le vin. J'y aide à débarrasser. Je leur demande comment s'est passée leur semaine. Ils parlent du dernier partenariat de Chloé, du client potentiel de papa, des médicaments de maman qui coûtent trop cher. À la fin du repas, papa me tape sur l'épaule comme à un collègue, et non comme à une fille, et dit « Merci de maintenir le navire à flot ». Certains soirs, sur le chemin du retour vers Paris, je me dis « C'est juste comme ça que sont les familles, compliquées, imparfaites, exigeantes ». Des autres soirs, je serre le volant si fort que mes jointures me font mal. Parce qu'au fond de moi, je sais que ce n'est pas par amour que je continue à payer leurs factures. C'est par culpabilité, celle avec laquelle ils m'ont élevé. C'est pour ça que je n'ai pas vu venir le dîner de dimanche dernier. Je pensais que ce serait comme des habitudes, des banalités et une tension cachée sous des sourires polis. Mais ce soir-là, elle ressemblait différent, lourde de quelque chose des acérés et des attentistes. Le genre de tension qui fait résonner bruyamment les couverts. Ce dimanche-là, la table était la même que des habitudes. Le poulet fumant au centre, une corbeille de pain, les verres à vin reflétant la lumière ambrée. Mais la chaleur semblait fausse, trop superficielle. Ma mère a parlé du dernier événement mode de Chloé, de la façon dont elle avait été invitée à une soirée de créateurs dans le centre de Paris. Mon père a ajouté quelque chose sur l'excellente visibilité que ça lui apportait et à quel point nous devrions être fiers. J'y ai souri, j'y ai dit tout ce qu'il fallait, mais j'y avais la poitrine serrée. La visibilité ne payait pas le loyer. La fierté n'effaçait pas les milliers d'euros que j'y avais virés pour l'empêcher d'être à découvert à la banque. Chloé s'est penchée en arrière sur sa chaise, le téléphone à la main, faisant défiler l'écran en écoutant d'une oreille. Son rire,
sec et méprisant, a brisé mon silence. Tu sais, Camille, tu devrais venir à l'un de ces événements. Peut-être que tu rencontrerais enfin quelqu'un. Elle a levé les yeux avec ce sourire qui n'atteignait jamais son regard. Où sont ton mari et tes enfants, au fait? Ah, c'est vrai. Tu n'en as pas. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Puis maman a ri. Un rire doux, aigu, le genre de rire qu'elle utilisait quand elle voulait arrondir les angles. Mais cette fois, il portait autre chose. De l'approbation. Papa a gloussé aussi, en secouant la tête. Ne taquine pas ta sœur, a-t-il dit d'un ton léger. Mais il y avait un sourire en coin sur ses lèvres. J'y ai senti le monde se rétrécir. L'odeur de rôti, le tic-tac de l'horloge murale, le tintement de l'argenterie. Tout s'est brouillé en un bourdonnement. J'y avais travaillé chaque jour férié, sauté des vacances, remboursé leurs dettes. Et c'est ce qu'il voyait quand il me regardait, quelqu'un d'incomplet. Une femme définie parce qu'elle n'avait pas. Chloé a fait tourner son vin, les yeux brillants. Je veux dire, tu t'en sors bien, n'est-ce pas? Avec ton boulot dans la tech. C'est quoi déjà ce que tu fais? Des écrans et des sondages. Son ton était d'une cruauté mielleuse. Je pense juste que tu serais plus heureux si tu avais une vie en dehors de tes tableaux Excel. Ma main s'est resserrée autour de la cuillère. Je pouvais sentir la chaleur monter de mon cou jusqu'à mes oreilles. Pendant des années, j'y avais laissé couler. Les blagues, les piques, les attentes silencieuses, mais quelque chose s'est brisé à ce moment-là, quelque chose de petit mais d'irréversible. J'y ai posé ma cuillère et je l'ai regardé droit dans les yeux. Ma voix est sortie calme, presque trop calme. Où est ton argent, Chloé? Ai-je demandé. Ah, c'est vrai. C'est moi qui t'ai entretenu jusqu'à aujourd'hui. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme du verre brisé. Les rires se sont arrêtés. La main de ma mère s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Les yeux de mon père ont fait des allers-retours entre nous, ne sachant s'il devait gronder ou rester silencieux. Chloé a cligné des yeux, stupéfaite. Pardon? Tu m'as bien entendu, ai-je dit doucement. J'y en ai fini. Pour la première fois depuis des années, personne ne m'a interrompu. Le seul bruit était le tic-tac de l'horloge sur le mur. Ce silence. Ce n'était pas la paix. C'était le son de quelque chose qui se terminait. Quand je suis rentré à Paris ce soir-là, le silence dans ma voiture m'a semblé plus lourd que leur regard. La route s'étirait devant moi comme un tunnel de phare et de pluie. Mon reflet dans la vitre me paraissait inconnu, calme en surface. Mais en dessous, quelque chose de tranchant s'était enfin réveillé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas repassé leurs mots en boucle dans ma tête. J'y ai juste pensé à tout ce que j'y avais fait, chaque virement, chaque facture, chaque sacrifice qui avait construit leur confort tout en réduisant le mien. Au moment où je suis arrivé dans le 11e arrondissement, je savais que je ne pouvais plus faire marche arrière. Dans mon appartement, j'y ai enlevé mes chaussures et je suis allé directement à mon bureau. La pile des enveloppes était toujours là. Des factures, des avis de paiement, des reçus. Je n'avais jamais eu le courage de faire le total. J'y ai allumé mon ordinateur portable et ouvert mon compte bancaire. Ligne après ligne, année après année, tout cela me fixait. L'argent pour payer l'école de Chloé, le crédit immobilier de papa, les médicaments de maman, la voiture en panne, le nouveau canapé. Plus de 75 000 € en 7 ans. Ma poitrine s'est serrée. J'y avais passé les meilleures années de ma vie à maintenir tout le monde à flot. L'ironie était brutale. Je travaillais dans la fintech pour créer des outils aidant les gens à gérer leur argent, alors que je n'arrivais pas à empêcher le mien de s'évaporer. Ce soir-là, j'y ai placé le curseur sur le bouton du virement permanent que j'y avais mis en place pour mes parents. L'écran a demandé, « Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce virement ?» J'y ai cliqué sur oui. Ce n'était qu'un seul clic, mais c'était comme couper une corde qui m'étranglait depuis des années. Je me suis adossé à ma chaise en expirant, pour ce qui m'a semblé être la première fois depuis une éternité. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'y ai terminé mon café. Maman est à bord. Ma chérie, il s'est passé quelque chose? Le prélèvement pour la maison n'est pas passé. Puis papa, tu as oublié le virement pour la maison. Ensuite, Chloé, coucou, tu peux me faire un Lydia, mon loyer est tombé? J'y ai lu chaque message, chaque mot chargé de culpabilité,
et j'y ai posé le téléphone face contre table. Le soir venu, il y avait des messages vocaux. La voix tremblante de maman. Celle de papa, en colère. Chloé, à moitié accusatrice, à moitié suppliante. À la fin de la semaine, les appels sont devenus désespérés. Tu ne peux pas faire ça à ta famille. Tu nous dois bien ça après tout ce qu'on a fait. Tu fais un drame pour rien. Je n'ai répondu à aucun des entre eux. Au lieu de cela, j'y ai commencé à tout sauvegarder. Les messages, les relevés bancaires, les reçus. Pas par méchanceté, mais parce que quelque chose en moi me murmurait que ce n'était pas fini. Puis est arrivé le texto qui a tout confirmé. Viens à la maison dimanche. Il faut qu'on parle. Pas de salutations, pas de questions, juste un ordre. J'y ai fixé le message jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse. Mon pouls a ralenti. Si c'était la guerre qu'il voulait, j'y allais arrêter de faire semblant de ne pas savoir me battre. Très bien, ai-je chuchoté pour moi-même. Parlons-en. Le dimanche est arrivé, gris et froid. Le trajet vers Fontainebleau m'a semblé différent cette fois-ci. Pas de culpabilité, pas besoin de répéter des réponses polies. Juste un calme constant et délibéré. Je me suis garé devant la maison que j'y avais passé des années à sauver de la saisie. La peinture s'écaillait. La lumière du porche clignotait toujours et les mêmes rideaux pendaient aux fenêtres. Rien n'avait changé. Et pourtant, tout était différent. Quand je suis entré, elle était lourde de tension et des odeurs de café. Ma mère mettait la table, ses mouvements brusques, évitant mon regard. Mon père était assis en bout de table comme un juge, les mains jointes. Chloé était appuyée contre le plan de travail, faisant défiler l'écran de son téléphone, faisant semblant de s'en ficher. Camille, a dit ma mère sans lever les yeux. On ne peut pas vivre comme ça. Le crédit, les factures. Tu sais à quel point c'est dur pour nous. J'y ai accroché mon manteau sur la chaise. Je sais. Je le sais depuis 7 ans. Le ton de papa était tranchant. Ne commence pas. Cette famille dépend de toi et tu as toujours aidé. Pourquoi arrêter maintenant? J'y ai croisé son regard. Parce que ce n'est pas de l'aide si c'est une attente. Ça s'appelle une obligation. Maman a laissé tomber la serviette qu'elle pliait. Tu es cruel. Non, ai-je dit doucement. Je suis honnête. Chloé a ricané, regardant toujours son téléphone. Waouh, quelqu'un s'est trouvé une colonne vertébrale. Félicitations, Frangine. Je me suis tourné vers elle. Tu sais ce qui est drôle? Tu te moques de moi parce que je n'ai pas de mari ni d'enfants, mais tu as vécu à mes crochets comme si j'y étais ton deuxième parent. Elle a relevé la tête brusquement. Pardon? Maman est intervenue, nerveuse, ça suffit, vous deux. Chloé essayait encore de reprendre ses esprits. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'elle soit aussi responsable que toi, a dit maman. Mon rire est sorti sec. C'est exactement le problème. Vous n'avez jamais attendu d'elle qu'elle le soit. Papa a frappé du poing sur la table, le bruit sec comme du verre. Fais attention à ton ton. Nous sommes tes parents. Montre un peu de respect. J'y ai soutenu son regard noir, calme et inébranlable. Le respect se mérite, il ne s'exige pas. Il s'est légèrement levé, comme pour m'intimider, mais je n'ai pas bougé. Pendant un moment, personne n'a parlé. La tension était si palpable qu'on aurait dit que LR lui-même allait se briser. Puis Chloé a repris la parole, la voix dégoulinante de venin. Tu te crois tellement supérieur parce que tu gagnes un peu d'argent. S'il te plaît, sans nous, tu n'aurais personne. J'y ai pris une grande inspiration. C'est la différence, Chloé. Tu as besoin des autres pour te définir. Pas moi. Son visage s'est déformé. Tu es pathétique. Tu vas mourir seul avec tes tableaux Excel. J'y ai souri faiblement. Peut-être, mais au moins, je mourrai sans dette. Maman a halté. Papa a marmonné quelque chose dans sa barbe, et Chloé s'est précipitée vers moi. Espèce d'égoïste. Avant qu'elle ne puisse finir, j'y ai plongé la main dans mon sac et j'y ai sorti un épais dossier. Le bruit du papier frappant la table a coupé ces mots en deux. Que est-ce que c'est? A exigé papa. Des archives, ai-je dit. Chaque paiement que j'y ai fait pour cette famille depuis que j'y ai commencé à travailler, plus de 80 000 €. Les frais de scolarité,
le crédit immobilier, les cartes de crédit, les réparations, même ce nouveau canapé sur lequel tu es assis. Chloé a levé les yeux au ciel. Tu tiens les comptes maintenant? Non, ai-je répondu calmement. Je garde des preuves. La voix de maman tremblait. Camille, ce n'est pas nécessaire. Si, ça elle est j'interrompu. Parce que ce qui s'est passé après ce dîner la semaine dernière n'était pas juste un malentendu. Papa a froncé les sourcils. De quoi parles-tu? J'y ai fait glisser une autre feuille vers lui, un avis imprimé avec sa signature. Ceci. Le crédit à la consommation que tu as contracté en utilisant mon nom. Il m'a dévisagé, son visage se vidant de ses couleurs. C'est ridicule. Vraiment? La banque n'est pas de cet avis. J'y ai sorti une autre page estampillée des insos officiels. Faux et usage de faux, usurpation des identités, abus de faiblesse, selon jusqu'où je déciderai d'y aller. Chloé s'est figée, ses yeux passant de l'un à l'autre. Tu as appelé la banque? Je n'ai pas juste appelé, ai-je dit. J'y ai engagé une avocate, maître Sarah Cohen. C'est elle qui gère le dossier. Maman a porté la main à sa poitrine. Tu as fait appel à un étranger pour te retourner contre ta propre famille. Je les regarder fixement. Vous avez cessé d'être ma famille quand vous vous êtes servi de moi comme d'un portefeuille. Vous avez franchi une limite quand vous avez signé à ma place. Papa s'est penché en avant, la voix basse. Tu crois que tu peux nous menacer? Je n'ai pas sourcillé. Ce n'est pas une menace, c'est un ultimatum. Vous avez 30 jours pour retirer mon nom de chaque compte et rembourser ce que vous devez. Si vous ne le faites pas, Sarah lancera les poursuites. La pièce est devenue un silence de mort. Le tic-tac de l'horloge sur le mur semblait plus fort que jamais. Chloé a chuchoté, tu n'oserais pas essayer pour voir. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Puis les larmes de maman ont commencé à couler, des larmes douces et calculées. Ma chérie, nous ne l'avons fait que pour sauver la maison. Tu sais que ton père a des difficultés. Nous pensions que j'y allais encore régler le problème, ai-je dit. Vous ne l'avez pas pensé, vous avez compté dessus. Le visage de papa s'est durci. Nous sommes tes parents, et j'y étais votre assurance tout risque, ai-je répliqué. Plus maintenant. Chloé s'est affaissée sur sa chaise, le regard vitreux. Tu nous ruines. J'y ai rassemblé le dossier dans mes bras. Non, Chloé. Je me sauve moi-même. Alors que je me retournais vers la porte, la voix de maman s'est brisée derrière moi. Camille, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça ensemble. Je me suis arrêté sur le pas de la porte. J'y ai passé des années à réparer ce que vous avez cassé. Cette fois, vous réparerez ça tout seul. Dehors, le ciel avait pris la couleur de l'acier. J'y ai descendu les marches lentement, l'air froid me mordant les joues. Par la fenêtre, je pouvais encore les voir. Maman en pleurs. Papa faisant les 100 pas, Chloé le regard dans le vide. Pour une fois, je ne me sentais pas coupable. Je me sentais libre. 2 semaines plus tard, Sarah a appelé. L'enquête est terminée, a-t-elle dit. La banque a confirmé la falsification. Votre nom est blanchi. Vous n'êtes plus responsable de leurs dettes. Pendant une seconde, je n'ai pas pu parler. Des années de pression se sont dissipées en une seule respiration. Alors, c'est vraiment fini. La voix de Sarah s'est adoucie. Légalement, oui. Émotionnellement, ça ne dépend que de vous. Quand j'y ai raccroché, je suis resté près de la fenêtre de mon appartement, regardant les lumières de la ville scintiller. J'y ai pensé à tout ce que j'y avais perdu en essayant de mériter leur amour, et comment le fait de lâcher prise pourrait être la seule façon de trouver la paix. Ce soir-là, j'y ai ouvert une bouteille de vin que je gardais. Sans raison particulière, je me suis servi un verre et je l'ai levé vers l'horizon. Au fin, au commencement, et au silence qui signifiait enfin la paix. La nouvelle est arrivée discrètement via une annonce immobilière en ligne. La maison de Fontainebleau, celle que j'y avais autrefois sauvée de la saisie, était à vendre. Elle était là sur l'écran, le porche écaillé, les murs tachés de café, une photo de la salle à manger où tout s'était effondré. Une étiquette rouge en bas indiquait à vendre. Je n'ai pas ressenti de triomphe, seulement de la fatalité. Quand on construit une vie sur les sacrifices de quelqu'un d'autre, elle finit toujours par s'effondrer. Une semaine plus tard,
maman m'a envoyé un message. Un dernier dîner avant de quitter la maison. S'il te plaît, viens. J'y ai hésité, puis j'y suis allé, non pas par culpabilité, mais pour clore ce chapitre. Quand je suis arrivé, les pièces étaient vidées, les cartons empilés jusqu'au plafond, et l'odeur de la poussière remplaçant celle du rôti du dimanche. Mon père paraissait plus vieux, sa voix plus basse. Chloé était assise silencieusement, le téléphone face contre table pour une fois. Nous avons mangé sans banalité, sans faire semblant. Après le repas, j'y ai enfin pris la parole. Je ne vous exclus pas de ma vie, ai-je dit. Mais je ne serai plus votre filet de sécurité. Si vous tombez, vous vous relèverez tout seul. Personne n'a contesté. Pour la première fois, le silence ne ressemblait pas à la guerre. Il ressemblait à de la compréhension. En partant, je me suis arrêté sur le pas de la porte et j'y ai regardé en arrière. La maison qui avait abrité tant d'années de ressentiment semblait plus petite maintenant, presque fragile. En conduisant vers Paris, j'y ai baissé la vitre. Le vent était froid, vif et pur. J'y ai pensé à toutes les choses pour lesquelles j'y avais enfin fait de la place, mes propres économies, ma propre paix, mon propre avenir. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis concentré sur mon travail, j'y ai obtenu une promotion et je me suis inscrite à un cours du soir que je repoussais depuis longtemps. Ma vie n'était plus divisée entre ce dont ils avaient besoin et ce qu'il restait de moi. Elle m'appartenait à nouveau. Parfois, je pense encore à cette nuit-là, au rire, au silence, à la limite que j'y ai enfin fixée. Pendant des années, j'y ai cru que l'amour signifiait le sacrifice, qu'être une bonne fille signifiait porter tout le monde sur ses épaules. Mais le véritable amour ne vous vide pas de votre énergie. Il n'exige pas votre tranquillité d'esprit comme preuve. Maintenant, quand je m'assieds dans mon appartement parisien et que je vois le soleil glisser sur l'horizon, je ne ressens pas d'amertume, juste de la sérénité. J'y ai appris que dire non n'est pas de la cruauté. C'est du respect de soi.